J.P. Jaudet-Cabot a été nommé professeur des universités à l'École normale supérieure de Cachan en 92. En 96, il devient membre junior de l'Institut universitaire de France. En 99, il mute à Nantes, enfin, il fait une mutation à Centrale Nantes, où il a créé une équipe de recherche technologique dans le domaine du génie civil, en collaboration avec EDF. Il dirigera la recherche de Centrale Nantes entre 2002 et 2006, et c'est en 2007 qu'il arrive à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, où il est actuellement, et il dirige le laboratoire des fluides complexes et réservoirs, en parallèle avec le siège du CNRS à Paris, où il a piloté l'élaboration du plan stratégique de l'organisme à la fin de la décennie passée. Il dirige donc ce laboratoire, ce qui est une UMR, Université CNRS Total, à Pau, et l'Institut Carnot Easyfor, qui s'occupe justement de tout ce qui est technologie pétrolière, entre autres. Il a été lauréat d'une European Research ERC, une grosse Advanced Grant de l'Europe. Et il a été nommé membre senior de l'IUF en 2012. Et il va donc nous parler des pistes, des technologies alternatives à la fracturation hydraulique dont on vient de parler. Merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation surtout. Avant de commencer, vous vous en serez peut-être rendu compte, un avertissement, je ne suis ni géologue ni pétrolier. En fait, comme c'était dit, je viens du génie civil, où j'ai passé à peu près 99% de ma carrière à regarder les problèmes de fracturation d'ouvrages en béton. Et je suis mécanicien, géomécanicien aujourd'hui, mais plus mécanicien que géomécanicien. Donc, je vous demande un peu d'indulgence. Toutes les finesses ou les détails liés à l'exploitation pétrolière, c'est des choses qui me sont assez récentes. Cela dit, le but de cette présentation, c'est de tracer quelques pistes alternatives à la fracturation hydraulique. Le contexte, c'est le contexte de la fracturation hydraulique. Alors, c'est encore un schéma très, très simplifié, hein, mais la fracturation hydraulique, ça sert à créer des drains. Ça a été très, très souvent utilisé, au moins par les pétroliers, c'est ce qu'ils disent, dans des formations qui sont relativement homogènes. Généralement, ce qu'ils disent, c'est que pour calculer l'étendue de la fissure, en fait, il suffit de calculer d'avoir le volume injecté, et on sait à peu près à quelle distance on va venir fracturer un milieu. Dans des milieux qui sont relativement homogènes, en fait, cette fracturation, il va y en avoir peu d'abord. Il va y avoir une ou deux fissures qui va propager, mais elle va propager sur des distances qui sont relativement importantes. Et c'est cette fissure-là, une fois qu'on y aura mis, une fois qu'on lui aura interdit de se refermer, hein, qu'on lui aura mis ce qu'on appelle du propan, des agents de soutènement, c'est cette fracture-là qui va servir de drain et qui va rendre accessible en fait, des milieux du réservoir, de la roche réservoir, qui n'étaient pas accessibles directement au puits, compte tenu de la perméabilité des matériaux. Alors aujourd'hui, on dit qu'un puits sur deux à peu près est fracturé. Un chiffre qui est un peu plus sûr, c'est qu'en 2008, il y a eu 50 000 fracturations de puits. Ça fait quand même, c'est quand même énorme. Alors, cela dit, c'est des fracturations de puits tout confondu. Hein, pétrole, eau, et tout ce qu'on veut, et stockage d'eau. Enfin bon, bref, c'est pas uniquement lié à la production pétrolière. Le cas particulier, finalement, des gaz de schiste, c'est une situation qui diffère de ce que les pétroliers avaient l'habitude de faire, de la fracturation dans des formations qui étaient relativement homogènes, assez peu fissurées, qui contenaient assez peu de failles. C'est que là, on a un milieu, vous voyez là, on a une roche qui est anisotrope dans sa constitution, dans ses comportements mécaniques. Hein. On a un milieu fissuré aussi qui est fissuré à diverses échelles. Typiquement, dans ces milieux-là, on a des fissures qui vont du micron au mètre, voire à la dizaine de mètres. Dans les formations type Marcellus ou Barnett, si mes souvenirs sont bons, on trouve dans les puits horizontaux des grandes failles, ou des failles qui sont collées, hein, c'est pas des fissures ouvertes, mais qui sont globalement espacées de quelques mètres. Hein. Donc ce qu'on va chercher à faire avec la fracturation hydraulique dans ces milieux-là, c'est pas la même chose que ce qu'on fait avec la fracturation hydraulique dans des formations qui sont homogènes. Tout simplement parce que le milieu initial est différent. On n'a pas un milieu initial qui est homogène, on a un milieu initial qui contient énormément de fissures.
ce qu'on va essayer de faire, là on a la fracture qui va être, là on a le puits qui va être créé, on va chercher à créer des fissures, mais on va surtout chercher à réactiver des fissures existantes. Et c'est là où la difficulté devient un peu plus autre, parce que en fait, ces fissures qui sont existantes ou ces joints qui sont collés, qui sont existants, il va falloir les décoller. Et bien souvent, d'ailleurs, on n'arrive pas à mettre de l'agent de soutènement dedans. Hein. On dit que généralement, voilà, c'est impeccable. À la bonne vieille méthode, exactement. On dit que dans ces milieux-là, lorsqu'on fait de la fracturation hydraulique, on a à peu près une fissure, enfin 50% de la fissuration qui reste ouverte, qui est soutenue, dans laquelle l'agent de soutènement pénètre, et puis le reste, ça pénètre pas. Voilà. Donc la logique... Non, mais c'est pas grave. Mon clavier n'est pas identifiable, la machine me dit. Tant pis pour un... Donc, ce qu'on va chercher à faire dans la fracturation hydraulique dans les gaz de schiste, c'est créer une fissuration et surtout réactiver une fissuration existante. Et bien entendu, parce qu'on a des milieux qui sont la matrice entre les fissures, et c'est un milieu qui est fortement imperméable, l'idée, c'est quand même de créer un réseau comme ça, de fissures, à partir duquel on va pouvoir produire du gaz. Donc pour nous, mécaniciens, le gros problème dans les gaz de schiste, c'est ça. Hein, c'est l'interaction entre une fissure qu'on va créer par l'intermédiaire d'un fluide et puis des joints qui sont répartis régulièrement et qui vont venir évidemment soit dévier la fracturation, soit arrêter la fracturation, ou alors soit finalement ça va être des barrières au travers duquel la fissure va passer sans rien voir. Bref, on ne sait pas trop. Pour reprendre deux transparents, je vais aller vite parce qu'ils ont déjà été présentés. Ce qui n'est pas dans la fracturation hydraulique spécifique au gaz de schiste, c'est tout ce qui est lié finalement aux interactions entre le tubage et l'aquifère, lié à la fuite des installations de surface, au traitement des eaux de forage, aux additifs qui sont dangereux. Tout ça, quand on produit des gaz de schiste ou des gaz conventionnels, on va retrouver exactement les mêmes problématiques. Hein. Ce qui est spécifique au gaz de schiste, c'est l'existence de ce réseau de fissuration secondaire. Le fait aussi qu'on fait des fissures à partir d'un puits horizontal, ça, mine de rien, quand on fait une fissure à partir d'un puits horizontal, quand on crée une fissure à partir d'un puits horizontal, elle ne va pas du tout avoir la même orientation, ça ne va pas être le même plan de fissuration que si on le fait à partir d'un puits vertical, parce qu'il y a une anisotropie de l'état de contrainte dans le sol qui fait que les plans de fissuration vont être différents. Ce qui est spécifique, c'est la mise en contact, c'est le fait qu'on a un réseau secondaire qu'on va vouloir réactiver, et c'est là où, si on ne le connaît pas bien, ce réseau secondaire, on est capable de faire de grosses bêtises sans le vouloir. Bien entendu, l'emploi du procédé à grande échelle, c'est quelque chose qui est tout aussi important. Alors, réactiver le plus efficacement possible ce réseau de fissures, augmenter la densité de fissures et non l'étendue de la fissuration, parce que ça aussi c'est un enjeu, ça peut permettre de contenir le processus, éviter d'utiliser un flux de fracturation qui soit un peu trop, alors j'ai mis stratégique entre guillemets, ça doit être des réminiscences d'un ancien temps, mais je n'ai pas voulu mettre nocif. Ce sont des critères à partir desquels on peut essayer de mener une réflexion mais en mécanique qui permet de tracer quelques pistes alternatives et de voir comment on peut faire autrement. Au moins deux pistes, en plus du chauffage dont Bruno Goffet a parlé tout à l'heure, au moins deux pistes. La première piste consiste à changer le fluide de fracturation et la deuxième consiste à changer finalement la façon dont le chargement mécanique est appliqué à la roche. Hein ? Alors, changer le fluide de fracturation. Ce que vous avez là, c'est des calculs qui ont été faits assez récemment. Ce n'est pas des choses qui sont publiées, c'est des choses qui sont tellement évidentes que je pense qu'elles n'ont pas été publiées. Si vous prenez un milieu, que vous le fracturez, alors on est dans le domaine académique, je vous l'ai dit, je ne suis pas pétrolier, je ne suis pas des géosciences, donc j'ai pris un quadrillage de joints à l'intérieur d'un milieu rocheux, et puis on injecte un fluide ici, à une pression donnée. Ce qu'on cherche à savoir, c'est dans quel... alors bien entendu, le fluide il va commencer à pénétrer dans tout ce réseau de fissures, et ce qu'on cherche à voir, c'est où la pression est telle qu'on peut réactiver, on peut casser le joint. Hein. On se rend très rapidement compte que plus le milieu va être visqueux, moins ça va pénétrer, ça
C'est un peu de bon sens de physique qui va vous dire ça. Et que donc, si on diminue la viscosité, ça c'est un facteur 10, hein, sur exactement la même configuration. Si on diminue la viscosité du fluide, ben, on va pouvoir aller réactiver dans ce réseau secondaire des zones que l'on ne peut pas faire avec un fluide qui est plus visqueux. Alors ça, c'est pas la science-fiction, hein. C'est ça qui a été le moteur du développement de méthodes alternatives où on cherche à fracturer le milieu non plus avec de l'eau, mais avec un gaz qui est beaucoup moins visqueux. Certains font ça avec du propane, c'est un peu dangereux. D'autres se disent, ah bah tiens, la bonne affaire, on va faire ça avec du CO2, comme ça en même temps on va pouvoir le stocker. On va voir tout à l'heure qu'il y a quand même il faut prendre quelques précautions. On peut faire ça avec de l'azote, on peut faire ça avec de l'hélium. Et puis, quelques esprits mal intentionnés vont dire, bah, stricto sensu, c'est plus du tout de la fracturation hydraulique, hein, c'est de la fracturation aérolique. Et ça, c'est pas interdit. Bon. Il y a quand même un certain nombre de difficultés à résoudre. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'il n'y a pas aujourd'hui d'alternative à la fracturation hydraulique pour les gaz de schiste. Et tout ce dont je suis en train de vous parler, ce sont des principes de mécanique et de physique qui sont susceptibles de déboucher sur des techniques à 5 ou à 10 ans. On en est au stade du laboratoire de recherche. On est in vitro, hein, on n'est pas in vivo. Les difficultés à résoudre, qu'est-ce que c'est? La première, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de fluides. Si on diminue leur viscosité, on va diminuer leur compressibilité. Et l'efficacité ne va pas être aussi bonne qu'avec un fluide incompressible. Quelques précautions pour l'emploi de gaz inflammables ou dangereux, mais ça paraîtrait à peu près évident. Vous allez me dire, on produit du méthane, c'est là aussi un gaz inflammable. Qu'importe, mais quand même, dans une phase de fracturation, il faut faire attention. Les effets secondaires peuvent être non négligeables. Si on injecte du CO2, au contact de l'eau, ça peut devenir de l'acide carboxylique. Si vous avez des formations qui sont riches en calcium autour de la roche-mère, ça va commencer à grignoter, à dissoudre. Bref, il peut se passer des choses. Il faut prendre ça avec quelques pincettes. Avec de l'azote, c'est peut-être un peu moins problématique. La dernière chose, c'est que bien évidemment, il faut que la ressource soit disponible, c'est-à-dire que ça ne résout pas les problèmes d'emprise au sol. Et puis si on dépense 3 fois plus d'énergie pour amener le gaz en question sur site par rapport à l'eau, va se poser un problème de rentabilité. La deuxième piste, elle consiste à changer le chargement appliqué à la roche. Alors le parallèle, c'est le suivant. Si vous prenez une plaque de verre, comme celle que vous avez là, vous y appliquez une charge bien gentiment statique, hein, elle va se casser en 2 morceaux. Vous allez avoir une belle fissure et 2 morceaux, voire 3 morceaux. Si maintenant, sur cette même plaque de verre, vous prenez un pistolet et vous venez vous tirez sur la plaque de verre, en fait, le matériau va se fragmenter. Il ne va pas se fissurer. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir 2 morceaux, mais vous allez avoir énormément de tout petits morceaux. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'une fissure se crée dans un matériau, elle va consommer une certaine quantité d'énergie. Et si mécaniquement, dans ce même volume-là, on met beaucoup plus d'énergie que ce qui est nécessaire pour créer une fissure, le matériau, lui, va répondre en dissipant cette énergie, c'est-à-dire en créant autant de fissures qu'il faut pour pouvoir dissiper cette énergie. Hein? Donc ce que fait un chargement dynamique, c'est qu'il ne va pas fracturer, il va fragmenter le matériau, il va le couper en petits fragments. Et ça, ce sont des techniques qui sont utilisées au moins chez les tunneliers, pour creuser des tunnels dans la roche. Hein, on applique un chargement mécanique en dynamique, un chargement souvent qui est lié par une impulsion électrique, et puis ce chargement-là va fragmenter la roche, et c'est comme ça qu'on arrive à creuser des tunnels. Une autre application de ce processus, c'est comment trier finalement, comment arriver à trier des matériaux lors du recyclage. Eh bien, on applique comme ça une série de chargements dynamiques. On crée des fragments qui sont de plus en plus petits. Ces fragments vont avoir tendance à séparer. Si vous prenez un vieux téléphone, vous allez séparer ce qui est métal et ce qui est plastique. Et assez facilement, vous allez ensuite pouvoir, par exemple, avec un aimant, récupérer le métal et puis laisser le plastique. Bref, ce sont des méthodes de tri, finalement, hein, qu'on utilise pour trier les déchets. Ici, ce qu'on a utilisé, c'est des méthodes de fracturation par impulsion électrique. L'impulsion électrique, elle va vous donner ce type de chargement sur la roche. L'impulsion électrique, elle est faite dans l'eau. Hein, c'est un arc électrique qui est généré entre 2 électrodes dans l'eau.
Et comme on injecte une énergie très très forte, eh bien, l'eau elle va changer de phase, ça va générer une onde de choc. Et cette onde de choc, elle est très très forte. Le temps de montée, c'est quelques nanosecondes. Les pressions atteintes, c'est de l'ordre de 200-300 mégapascales. Bref, on a des choses qui sont vraiment très très dynamiques. Alors ces techniques-là, on les a développées au départ pour les champs tight. C'était issu d'un projet de recherche qui a débuté en 2006. Total avait fait un appel à projet dans la communauté scientifique française pour la stimulation des réservoirs faiblement perméables. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait travaillé et où on a essayé de développer cette technique-là. Là encore, donc ça c'est de l'expérimentation in vitro. Donc vous voyez l'éprouvette qui est ici, hein, c'est une éprouvette creuse, hein, c'est un cylindre creux. On a testé beaucoup de matériaux cimentaires parce que ça nous servait de matériaux modèles. Et puis ensuite quelques grès tight pour pouvoir valider la procédure. 2 électrodes qui sont ici, tout un système qui sert en fait à confiner l'éprouvette et à se placer dans des conditions de gisement mécaniques qui correspondent entre 1000 et 2500 mètres de profondeur. L'appareillage électrique qui permet donc de stocker l'énergie et de la libérer entre les 2 électrodes, c'est ce que vous avez là. Et tout ça mis dans une presse mécanique. Bref, une expérimentation assez complexe à mettre en place. Tout de suite, du point de vue énergie, on n'est pas en train d'utiliser une centrale nucléaire pour fracturer 10 cm de roche. Hein. C'est des installations qui marchent sur une prise électrique normale. En fait, ce qui est important, c'est la quantité d'énergie qu'on va stocker dans ces condensateurs qui va ensuite être libérée pour fracturer la roche. Et ça, si on n'est pas trop pressé, il suffit d'attendre pour charger les condensateurs. Alors les éprouvettes ont été testées, on en mesurait ensuite leur perméabilité, et puis comme on a fait ça en laboratoire bien tranquillement, on a pu regarder l'influence du nombre de chocs appliqués sur les éprouvettes, on a pu regarder l'influence de l'amplitude appliquée sur l'amplitude de l'onde de pression, on a pu regarder aussi qu'est-ce qui se passait au sein de la matière. Ce que vous voyez ici, c'est des tomographies par rayon X. Alors, je dois dire ici que ce qu'on voit, ces choses-là qui sont en violette, ce sont les macro-fissures. Hein. C'est des fissures qui ont des ouvertures qui sont supérieures à la vingtaine de microns, hein, pour qu'on puisse les voir avec ces microtomographes. C'est pas une vision complète de toute la fissuration dans le matériau. Ce qui est important, c'est ces valeurs-là. Ça, c'est des valeurs à peu près classiques pour des matériaux tight. Sur des argiles, on est encore à 1 ou 2 ordres de grandeur inférieurs. Hein. Donc, si on parle en Darcy, là, on doit être... Le Darcy, c'est 10-12, le milli-Darcy, c'est 10-15. On est à la dizaine de nano-Darcy, pour ceux qui connaissent. Donc, on a des matériaux qui sont fortement imperméables. Mais par l'application de ces champs électriques, finalement, on est capable d'augmenter la perméabilité du matériau de 2 ordres de grandeur, ce qui est déjà pas mal, avec des lois d'évolution en fonction du nombre de chocs qui se révèlent être linéaires. Il n'y a pas de modèle particulier là-dessus derrière pour expliquer cette linéarité. Hein. De toute façon, en plus, c'est une linéarité dans un diagramme semi-log. Alors, on est en laboratoire de recherche, on ne peut pas aller faire de trous dans la nature pour tester ce genre de choses. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de la simulation numérique. L'enjeu, finalement, de ce programme de recherche, c'était aussi de développer des modèles de simulation numérique qui permettent de regarder ce qui se passerait en vraie grandeur. Les ingrédients pour la simulation numérique, je ne vais pas vous assommer d'équations. Qu'est-ce que c'est ? On décrit la microfissuration du matériau. On ne la décrit pas microfissure par microfissure. On la décrit d'une façon indirecte, homogénéisée. Donc, en fait, on décrit la microfissuration du matériau par une diminution de ses propriétés élastiques. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on décrit son isotropie, c'est-à-dire que son anisotropie, c'est-à-dire que les fissures, elles ne vont pas partir dans n'importe quelle direction. C'est pas aléatoire. Ça dépend du chargement appliqué. Et de l'état des contraintes. On décrit les refermetures de fissures parce qu'on fait des chocs répétés, donc il faut être capable de décrire les refermetures de fissures. On décrit les effets de vitesse parce que si vous prenez un matériau, vous tirez dessus, si vous tirez dessus lentement, vous allez avoir une contrainte à la rupture qui va par exemple être de l'ordre du mégapascal, et puis si vous tirez dessus beaucoup plus vite, la contrainte à la rupture, elle va être plutôt
de la dizaine ou de la centaine de mégapascales. Donc il y a un effet de vitesse non négligeable à rentrer dans le processus. Et puis on décrit aussi les interactions entre cette micro-fissuration et l'évolution de cette perméabilité. Intuitivement, on sent assez bien que plus on va avoir de micro-fissures dans le matériau, plus on a des chances que ces micro-fissures soient connectées entre elles. Donc ça va augmenter la perméabilité du matériau. Alors ça donne ce genre de choses. Les calculs sont pas... Ces petits calculs-là, c'est pas simple à faire. Hein. C'est pas simple à faire parce que ce qu'on représente dans le calcul, c'est l'impulsion électrique, sa propagation dans l'eau, puis ensuite dans le puits, dans le milieu environnant. Donc ce que vous voyez ici, c'est un quart de l'éprouvette. Hein. Vous avez l'eau qui est ici en bleu, vous avez l'éprouvette qui est ici, et puis vous avez tous les appareils, tout ce qui nous servait à appliquer le confinement sur l'éprouvette pour avoir un confinement ici équivalent de 1500 mètres de profondeur. Ce que vous voyez là, c'est la propagation de l'onde de choc à l'intérieur du matériau et à l'intérieur du dispositif. Toute l'artillerie qui a été développée pour arriver à ce genre de calcul, pour la petite histoire, on a utilisé un code de calcul qui vient du CEA, qui a été utilisé pour la partie fluide, pour regarder ce qui se passait si on avait sur Superphénix à l'époque une fuite de sodium brutale dans les piscines de stockage. Et on a des phénomènes de choc comme ça qui sont similaires à ceux qu'on induit ici, au moins du point de vue numérique. Hein. Tout ça, ça reste de la simulation numérique. Ce que vous voyez là, c'est l'état de micro-fissuration du matériau selon les directions, en radial et en tangent. Alors, on voit qu'on a des choses qui ne sont pas du tout isotropes, hein, c'est pas du tout la même chose dans toutes les directions de l'espace, loin de là. Plus c'est rouge, plus c'est micro-fissuré. Le bleu, c'est pas micro-fissuré. Ce qui est important, c'est de caler le modèle de façon à avoir des lois d'évolution de perméabilité apparente globale de ces éprouvettes-là, en fonction, ici, je crois que ça doit être de l'énergie appliquée. Oui, ça c'est de l'énergie appliquée pour un seul choc, où on a comparé les résultats expérimentaux avec les données de calcul. On peut très facilement se laisser berner par ce genre de diagramme. Il se trouve que dans ce cas-là, ça c'est un résultat de simulation, c'est pas un calage. C'est-à-dire qu'on calait les données du modèle sur d'autres données expérimentales. Ça c'est un résultat de simulation qui se veut être un peu plus prédictif que ce que l'on pourrait avoir par simple calibration. Alors ça, c'est l'étape de laboratoire. Et puis après ça, bah tiens, on s'amuse. Hein. On fait ça sur des géométries qui sont représentatives de puits. Donc là encore, l'eau, l'injection d'énergie qui est faite ici. Par symétrie, on essaie de diminuer la taille du problème. On regarde simplement une couche de roches réservoirs. Hein. On ne modélise pas tout. Et puis, ce que vous voyez là, bah, c'est la propagation de la micro-fissuration à l'intérieur de la roche réservoir quand on applique le changement dynamique. Bien entendu, c'est pas la vitesse, c'est celle du calcul, c'est pas celle de l'onde. Hein. Voilà. Alors voilà où on en est sur ce genre de pistes alternatives, c'est-à-dire que comme pour l'effet du changement de fluide, on en est à des étapes qui ont dépassé la simulation, l'expérimentation en laboratoire, en simulation numérique, mais on n'en est pas du tout à l'expérimentation sur site. Alors, les difficultés à résoudre, la première difficulté, c'est descendre quand même cette énergie en fond de puits. Hein, 3000 mètres vertical ou 2500 mètres, plus 1000 mètres en horizontal. Faire en sorte que quand on envoie un joule en tête de puits, on ne récupère pas... j'ai quasiment fini. Faire en sorte que quand on envoie un joule en tête de puits, on ne récupère pas des millionièmes de joules en fond de puits. Ça nécessite en fait de descendre dans le puits des condensateurs, c'est-à-dire de stocker l'énergie au plus près de la zone où on va créer l'impulsion électrique. Il y a des solutions pour ça. Techniquement, si on demande aux gens du génie électrique, aller jusqu'à quelques mégajoules, c'est faisable. Il y a des solutions. Elles n'ont jamais été mises en œuvre parce que jamais personne n'a émis le besoin de mettre ce genre de solution en œuvre, mais ce n'est pas impossible. En fait, ce qu'ils vous répondent, c'est que ce n'est pas impossible.
La validité dans des situations réelles, ben, la question, elle est là finalement. Il y a un pilote qui a été réalisé par Exxon à la fin des années 2000, mais c'était à ma connaissance un pilote qui n'était pas tout à fait représentatif puisqu'on était en faible profondeur. Mais là-dessus, on a un secret industriel, parce qu'il y a des brevets derrière, vous vous en doutez. On a un secret industriel, ce qui fait qu'on n'a pas du tout accès aux résultats. Donc aujourd'hui, quelle est la validité dans des situations réelles? Honnêtement, je ne sais pas. Et puis, bon, on peut imaginer optimiser tout ça, combiner. Je crois que ce qui est important, c'est que moi, j'ai essayé de séparer les pistes, mais on peut imaginer combiner l'ensemble, faire un peu de fracturation hydraulique, un peu de fracturation par dynamique ensuite, changer le fluide. Bref, on peut essayer de combiner tout ça pour en avoir, pour augmenter, pour optimiser le processus. Ça, c'est pour la suite. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que ces méthodes-là d'alternatives, c'est pas de la science-fiction, mais elles sont pas avancées à un stade, elles sont pas aussi avancées que dans le domaine des huiles de schiste. Donc on a des brevets, on a des premiers pilotes utilisant des fluides alternatifs, mais souvent c'est pour des applications qui ne sont pas des gaz de schiste. On a des études aux US, en Chine, sur la fracturation par impulsion électrique. En Chine, ils utilisent de l'explosif, parce qu'après tout, c'est plus simple, on n'a pas de condensateur à descendre dans un puits, il suffit de descendre un peu de TNT. Mais il y a des travaux, il y a des publications là-dessus. Et puis il y a d'autres procédés qui sont envisageables. Si vous passez un peu de temps sur Internet, vous trouverez des procédés à base de plasma. Vous trouverez même des procédés qui sont issus de la bactériologie. Enfin bon, bref, tout ça relève peut-être un peu plus de la science-fiction. La conclusion, je crois que c'est qu'il faut progresser de toute façon, car aucune technique ne sera véritablement opérationnelle demain, quoi qu'il arrive. Donc il faut à la fois persister et mieux chercher à comprendre ce qu'on fait quand on fait de la fracturation hydraulique classique. Ça, c'est fondamental. Et puis ouvrir la porte à des techniques alternatives. Et pour ça, aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas fait un trou dans le sol et qu'on n'aura pas essayé dans des conditions qui sont bien contrôlées, on va être un tout petit peu... on est en sens inverse du nucléaire il y a quelques dizaines d'années où on commençait par faire des essais. Aujourd'hui, on fait que de la simulation numérique. Nous, on a commencé par la simulation numérique et puis on aimerait bien caler un tout petit peu nos modèles pour aller un peu plus loin. Ce qui est certain, c'est que ça demande quand même un tout petit peu d'effort d'imagination. Il ne faut pas laisser ça aux seules mains de gens qui sont la tête dans le puits. Et ça vaut le coup d'aller regarder beaucoup de méthodes alternatives. Merci. Ce qui est intéressant Jacques Delouvrier, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est les alternatives à la fracturation. C'est que le mot fracturation, ce n'est pas le but. Si on appelait ça stimulation, ça serait bien mieux. Je crois qu'il y aurait moins de chaleur là-dessus. Et donc, vous allez faire une stimulation du réservoir et pas une fracturation. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il faut optimiser la fracturation, mais il faut optimiser l'endroit de la fracturation. Et il faut optimiser la distance entre les deux paquets ou autre chose qui vont stimuler. Et là, il ne faut pas oublier que là, il y a beaucoup d'argent à mettre. C'est des outils Schlumberger, Baker, etc. Et aux États-Unis, je sais qu'ils ne les utilisent pas beaucoup. Je pense que si on fait la même chose en France, ça sera beaucoup mieux. Vous êtes de Total, d'ailleurs. Oui, mais la simulation numérique, elle sert à ça. Elle sert à faire des optimisations, à regarder toutes ces choses-là. Parce que ça, c'est finalement que du calcul qu'on fait tourner et on récupère le résultat, dans le meilleur des cas, le lendemain matin en revenant au bureau, quoi. Donc ça va. Ça mange pas trop de pain.